Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Nile TV International. Bienvenue sur ce midi au Caire. Nous commençons ce programme par l'actualité présidentielle. Je rappelle que le président Fattah Sisi a reçu aujourd'hui le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki. Le président Fattah Sisi a regagné le Caire hier soir après sa participation à la conférence de Bagdad 2 qui s'est réunie ou qui s'est tenue à la mer Morte en Jordanie, et dans son allocution lors de la séance inaugurale de la conférence, le chef de l'État a déclaré que les leaders voisins et amis de l'Irak s'étaient accordés à renforcer les efforts pour soutenir l'Irak dans tous les domaines. Il a indiqué que cette conférence constituait une opportunité pour échanger les vues avec l'Irak et accroître les aspects de coopération. Le président Sisi s'est par ailleurs félicité des projets qui ont été mis en place pour la construction de l'Irak, soulignant que ces projets avaient mieux exploité les ressources de l'Irak. Je rappelle que le chef de l'État a souligné que les leaders participant à ce sommet s'étaient engagés à soutenir les efforts nationaux déployés par l'Irak en vue de préserver sa sécurité et sa stabilité, également de récupérer sa place dans la région. Le président Sisi a souligné également que cette conférence souligne l'engagement de la communauté internationale aux principes et aux chartes internationales concernant les relations entre les pays du monde, dont le bon voisinage et la non-ingérence dans les affaires internes des pays. Et avant son départ, le président Fattah Sisi a participé à un sommet A5 à la mer Morte. Le sommet a regroupé l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, le Koweït et la France. Le sommet a examiné le développement et les moyens visant à renforcer le processus de la coopération conjointe dans divers domaines dans le cadre des relations historiques et fraternelles qui les unissent. Le chef de l'État a également participé à un sommet tripartite qu'il a groupé avec le roi de Jordanie Abdullah II et le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani. Le sommet a porté sur le développement et le renforcement de la coopération dans divers domaines entre les trois pays dans le cadre des relations historiques et fraternelles liant les trois pays. Les trois chefs d'État ont examiné les derniers développements de la situation dans la région qui affronte des défis sans précédent menaçant la sécurité arabe et régionale. Toujours en marge de ce sommet et de sa participation à la conférence de Bagdad 2, le chef de l'État a rencontré son homologue français Emmanuel Macron. La réunion a porté sur un certain nombre de dossiers de coopération bilatérale. Les deux côtés, les deux chefs d'État ont échangé les points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, ainsi que sur la conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat. Ils ont mis l'accent sur le souci des deux pays de coopérer et de se coordonner pour aider l'Irak à consolider les bases de la stabilité et de la sécurité interne. Toujours dans le cadre de la même participation du chef de l'État, Fattah Sisi, et selon le communiqué final du sommet, je cite Bagdad 2, les participants ont assuré qu'ils continueraient également à coopérer avec l'Irak pour soutenir sa stabilité et sa souveraineté, également le processus démocratique dans ce pays. Ils ont réaffirmé qu'ils soutenaient les efforts de l'Irak visant à consacrer le dialogue comme moyen de résoudre les crises régionales et selon le communiqué, les secteurs de coopération comprennent l'énergie,
l'eau, la liaison électrique, la sécurité alimentaire, la santé, le transport et les projets urbains, ainsi que la protection climatique. Et pour discuter de l'importance de ce dernier communiqué et des résolutions qui ont été donc entreprises dans le cadre de cette deuxième session de ce sommet 2 de Bagdad, j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, journaliste spécialisée au progrès égyptien. Bonjour Dr Nesrine. Allô? Docteur Nesrine Chokri, vous m'entendez? Donc, nous avons un petit problème de communication. On va la retrouver dans quelques instants. Alors, on passe à une autre nouvelle aujourd'hui qui concerne le marché de l'immobilier, qui est un secteur vital et d'une importance capitale, qui est une destination efficace également pour attirer plus d'investissements étrangers directs selon l'agence de notation Fitch. Alors, l'investissement en Égypte continue dans le secteur de l'énergie et de l'infrastructure, qui demeure le principal moteur de la croissance en Égypte, pour la création, bien sûr, d'opportunités de travail pour les entreprises dans les domaines de la construction, de l'industrie lourde. Et tout de suite, on va suivre dans ce commentaire les priorités de ce marché immobilier et de son pronostic ou ses spectres, comment il va revitaliser encore davantage l'économie suivant Fitch. Le marché immobilier égyptien est une destination efficace pour attirer les investissements étrangers directs, selon l'agence internationale Fitch. L'investissement continu dans le secteur de l'énergie et de l'infrastructure demeure le principal moteur de la croissance en Égypte, vu la création d'opportunités pour les entreprises dans les domaines de construction et d'industrie lourde. Selon un rapport publié par le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres IDSC, le rapport a prévu le développement des relations commerciales égypto-chinoises, surtout que l'initiative de la ceinture et la route comprend des plans de développement géants de la zone du canal de Suez. Aussi, la Chine a affiché son intérêt à munir l'Égypte d'un paquet d'incitations commerciales, ouvrant la porte au développement des installations industrielles et de nouvelles fabrications au profit du secteur de la propriété industrielle. Et l'agence de prévoir la poursuite du flux des investissements étrangers directs, vu l'adoption par les institutions locales de stratégies pour atténuer les dangers économiques au niveau mondial et local, en plus de réformes menées par le gouvernement égyptien pour améliorer le climat d'affaires et augmenter la participation du secteur privé à l'économie. Et de retour à notre sujet initial, nous avons encore une fois le plaisir d'avoir Dr Nesrine Chokri, journaliste au Progrès. Bonjour et joyeux Noël surtout. Bonjour et joyeux Noël. Voilà, parce on s'approche de cette saison culminante de fêtes. Oui, Heureuse fête à l'avance et bonne année 2023 à l'avance également, Dr Nesrine Chokri. Alors, on revient donc à cette conférence qui revêt une importance capitale dans le cadre de l'assurance de la sécurité régionale et la stabilité régionale. Il s'agit donc de ce sommet Bagdad 2 auquel a participé le chef de l'État. Un acte 2 pour cette conférence qui s'attelle à l'importance de la stabilité de l'Irak, le rôle de l'Égypte justement dans l'assurance de cette stabilité pour l'Irak, comment vous le voyez, en dépit des travaux et de la participation du chef de l'État à cette conférence de Bagdad 2. Alors en fait, il faut savoir que l'Égypte et l'Irak entretiennent des relations historiques et profondes depuis de longues années et qu'à diverses, étapes de leurs histoires, ils se sont en tant que deux pays soutenus souvent.
Aujourd'hui, le président Abdel Fattah al-Sisi a dit bien clairement hier que l'Égypte sera toujours alignée sur l'Irak, elle sera toujours aux côtés de l'Irak. Et aujourd'hui, beaucoup d'aide et je dirais, soutien égyptien peut être présenté à l'Irak sur plusieurs axes. D'abord, l'axe, je dirais, sécuritaire et militaire. L'Égypte peut véritablement aider l'Irak pour faire face aux milices ou aux groupes terroristes qui peuvent véritablement, je dirais, menacer sa sécurité et sa stabilité. N'oublions pas que le développement que l'Égypte souhaite réaliser dans la région arabe et à travers son partenariat avec l'Irak et la Jordanie vise en premier lieu à améliorer la vie et la qualité de vie des peuples. Et pour avoir ce développement-là, ou pour réaliser ce développement-là, il faut bien sûr une stabilité sécuritaire. Et là, l'Égypte a beaucoup véritablement on va s'arrêter sur donner. ce point qui concerne la restauration ou la reconstruction de l'Irak, qui est le sommet, je veux dire, l'objectif numéro 1. Oui, le deuxième axe aussi, l'Égypte peut véritablement aider l'Irak à reconstruire les parties qui ont besoin d'être reconstruites. Et reconstruire ne veut pas dire seulement reconstruire des bâtiments, mais aussi replanifier encore des villes, de sorte à aller de pair avec les défis actuels, surtout que la planète passe par plusieurs défis. L'Irak est un des pays qui est touché par le changement climatique aussi, et je crois que l'Égypte, après l'expérience de la COP27... les deux fleuves sont vraiment en catastrophe. Oui, en fait, oui, il faut le reconnaître. Et face à cette situation de sécheresse, de difficulté, après l'expérience de la COP27, l'Égypte est là et elle peut véritablement... Et l'Euphrate, c'est un degré impensable de pollution, et là, avec la sécheresse, comme vous venez de le dire. Oui. Et cette donc, question de l'eau, elle figure également, elle a figuré dans le cadre des discussions changement climatique, eau, défis sécuritaires, lutte contre le terrorisme, et plusieurs autres sujets d'importance. Comment vous les voyez par ordre de priorité? Je vois que d'abord, le dossier sécuritaire est très important. Le réchauffement climatique est un dossier aussi très important parce qu'on voit bien comment, et on vient de parler tout de suite de l'Euphrate, que ça influence le développement en général, le développement durable, la vie, même le droit à la vie des habitants. Et puis après, il y a d'autres sujets comme par exemple l'interconnexion entre les deux pays quand on parle d'électricité et la coopération bilatérale. Je crois qu'on peut coopérer dans des domaines comme l'industrie et le commerce. Donc voilà, c'est l'ordre par lequel je vois l'importance de cette conférence de Bagdad. Je vois aussi qu'il y a un autre élément très important, c'est qu'il y a une alliance stratégique qui est en train de se créer dans la région entre l'Irak, la Jordanie et l'Égypte, et à laquelle certaines puissances européennes souhaitent adhérer, comme la France, puisqu'on a vu hier le président Macron aux côtés des deux grande présidents. Importance. Tout d'abord, parlez-nous un petit peu de cette alliance et du rôle de la France. Le chef de l'État a reçu le président Macron. La France a un point de vue à soutenir en ce qui concerne je veux dire, la situation, le futur de l'Irak. Comment peut-on, je veux dire, comment vous pouvez définir justement la priorité française dans le cadre de l'avenir de l'Irak, mais aussi il y a aussi présent le côté, la Syrie, la situation syrienne, la situation libanaise, etc., qui aussi font partie de ce planning, n'est-ce pas? Alors en fait, la présence de la France à cette conférence est très importante parce que d'abord, il est clair à travers les dernières années qu'il y a une étroite coopération entre l'Égypte et la France, et je dirais tout azimut, c'est-à-dire que ça ne concerne pas un seul dossier, mais ça concerne tous les dossiers. Et hier, on a remarqué à travers les différentes rencontres entre le président Sisi et le président Macron qu'il y a véritablement une convergence de vues sur plusieurs dossiers.
En ce qui concerne l'Irak, n'oublions pas que durant l'invasion de l'Irak en 2003, la France a tenu à prendre une position très positive et à protéger le peuple irakien. Et je crois qu'aujourd'hui, la France continue toujours à œuvrer pour la reconstruction de l'Irak et pour le développement de l'Irak. Est-ce que la France honore ce même point de vue? Cette même position, oui, puisque aujourd'hui, elle continue toujours à soutenir le peuple irakien. C'était Jacques Chirac à l'époque, c'était Jacques Chirac, il me semble, et il s'est opposé même aux États-Unis pour... Oui, voilà, Jacques Chirac, il avait fait un discours très poignant dont on se rappelle jusqu'à nos jours. Et ça lui a valu quand même beaucoup de s'élancer dans une aventure et il a bien dit que les preuves qui avaient été ça lui a valu quand même beaucoup de critiques. Oui, beaucoup de critiques. Pas assez. Pour revenir à cette question de sécurité, docteur Nessim, pour fructifier votre temps, il y avait bien sûr la participation de Hossein Amir Abdollahian, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. On sait quel genre de tension existe, je veux dire, au sein des participants, d'un côté l'Arabie Saoudite, de l'autre l'Iran, etc. Et le président Fattah al-Sisi a insisté sur le fait de la non-admission de l'ingérence dans les affaires internes de ces pays, des pays en général, et en particulier l'Irak. Comment ça a été entendu par Abdollahian? Alors, le message est clair et je crois qu'il est bien compris par le représentant de l'Iran, et par aussi l'Irak, le pays hôte, parce qu'en fait, c'est une position égyptienne constante, que ce soit pour le dossier irakien, pour les dossiers libyens, pour les dossiers même égyptiens. Nous avons une position inchangée, c'est que nous refusons en tant qu'Égypte, République arabe d'Égypte, toute ingérence dans les affaires des peuples et nous refusons que la carte religieuse soit exploitée de sorte à diviser les peuples et les nations au sein même de leur pays. Et je crois que l'Égypte a toujours défendu cette vision, ce point de vue, d'abord par la voix de son président de manière très claire et très directe, mais aussi par sa politique et sa diplomatie très douce qui œuvre toujours pour unifier les peuples, parce que l'objectif de l'Égypte, c'est toujours finalement le développement. Je crois que le message va passer, il va être clair, parce qu'il représente une position, je dirais, très historique de l'Égypte à tout temps. Et unifiée au sein du monde arabe. C'est ça peut-être aussi qui est, je veux dire, tirer l'Irak vers son monde arabe pour lui donner, pour la récupérer, mais aussi parlez-nous de cette question également qui serait d'importance, c'est la présentation du côté turc. La présentation était au niveau d'un ambassadeur, l'ambassadeur de Turquie en Irak. Cette question d'ingérence, elle ne va pas simplement du côté de l'Iran, mais aussi elle va du côté de tous les acteurs sur la scène du Golfe. Tous les acteurs. Et les acteurs sur la scène du Golfe ne sont pas seulement les pays du Golfe. Il y a bien sûr les pays du Golfe, mais aussi il y a deux acteurs principaux dans la région, l'Iran et la Turquie. Et la Turquie non, en parlant d'ingérence, est présente, bien sûr. En parlant d'ingérence, c'est très important que tous les pays soient, je dirais, tous les pays qui sont dans la région du Moyen-Orient. Oui, docteur Nessim, parce que la Turquie, il y a des invasions, elle transgendre les frontières irakiennes. Donc il y a eu quand même de l'ingérence de la part de la Turquie. Il y a eu beaucoup d'ingérence, il y a eu de l'ingérence, il y a eu beaucoup d'ingérence. Et je crois que c'est le moment véritablement de mettre les points sur les i. Voilà. Voilà. Le temps est fini, mais je ne vais pas vous quitter avant de me parler aussi dans une phrase, l'importance de la présence du haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, et aussi celle qui a présenté les Nations Unies dans ce contexte. Alors, disons que toute la planète était là pour véritablement trouver une solution réelle qui permet aux Irakiens de vivre
ingérence internationale, parce que nous savons que cette région-là, pas seulement l'Irak, mais toute la région, est victime d'ingérence internationale et régionale. Et je crois que c'était tout à fait ordinaire que tout le monde soit là pour véritablement mettre en relief les droits du peuple irakien et de cette région du monde de vivre dignement. Toujours un plaisir de vous retrouver et de vous retrouver vos analyses. Merci bien. Passez d'excellentes fêtes. On vous souhaite la bonne année 2023. Docteur Nesrine Chokli, journaliste au Progrès égyptien. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce programme. L'information continue sur la TV internationale.